Bon, ben, donc, aujourd'hui, je vais parler de fonctorialité. Dans théorie de Hodge. Et ce qu'on va voir, c'est que lorsqu'on adopte ce point de vue, la situation en géométrie keylérienne compacte et en géométrie projective, les deux situations sont vraiment différentes. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, essentiellement, pour résumer la chose, les morphismes de structure de Hodge que je vais introduire tout de suite peuvent être vus comme des classes de Hodge. Quand on les place dans le contexte géométrique, les classes de Hodge sur le produit de deux variétés. Et donc, maintenant, la conjecture de Hodge va arriver. On prédit que ces classes de Hodge sont liées à des cycles dans le produit. Et donc, là, ça nous donne une très belle image qui est celle de Grothendieck, l'image donnée par la théorie des motifs. Mais il y a un problème majeur, c'est que la conjecture de Hodge n'est absolument pas vraie dans le cas keylérien. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe. Donc là, j'essaierai de raconter un peu tout ça. Et une autre différence fondamentale, c'est le fait que les structures de Hodge qu'on rencontre en géométrie algébrique sont des structures de Hodge polarisées. Et alors, il faut s'accrocher un petit peu pour définir les polarisations, parce qu'il y a des règles de signes qui sont un peu compliquées à première vue. Mais c'est tout à fait essentiel, parce que enfin, comme on va le voir, la catégorie des structures de Hodge polarisées a de bien meilleures propriétés que la catégorie des structures de Hodge en général. Donc c'est essentiellement ces choses-là dont je veux parler aujourd'hui. Donc un morphisme de structure de Hodge. Donc je me donne L, LPQ et L'. Donc ça, ce sera la notation pour des structures de Hodge. De poids K, et la condition, c'est que les deux poids soient de la même parité. Donc ça veut dire que L et L' sont des Q espaces vectoriels, et les LPQ, respectivement les L', P', Q', sont les espaces qui apparaissent dans la décomposition de Hodge de L tenseur C. Et un morphisme de structure de Hodge, donc de L vers L', bon, je devrais mettre L, LPQ vers L', L', PQ. Donc c'est juste un morphisme de Q espace vectoriel, donc une application phi de L vers L', qui est simplement Q linéaire. Bon, là, je fais, comme je l'ai dit depuis le début, la situation des structures de Hodge rationnelles, qui a la propriété que quand vous étendez C linéairement votre phi, donc ça va envoyer le LC vers L'C, envoie LPQ vers L', P plus R, Q plus R. Donc, quand vous tensorisez par C, ça devient un morphisme qui préserve la bigradation à un décalage près, qui est, donc parfois on dit de type de bidegré R, mais c'est déjà quasiment imposé par la différence des 2 degrés ici. Alors, donc ça, c'est la définition formelle. Alors, donc, les morphismes de structure de Hodge qu'on va rencontrer en géométrie. Donc, donc au début, on va se placer juste dans le cas compact Keller, puisque ça suffit pour définir les structures de Hodge. Donc on se donne f de x vers y, donc une application holomorphe. Avec x et y
donc des variétés keylériennes compactes. Alors d'abord, donc on a le F étoile en haut en cohomologie. Alors bon, c'est défini sur la cohomologie rationnelle, mais comme je l'ai dit souvent, bon, quand on passe à la cohomologie coefficient réel ou complexe, on utilise la représentation des classes de cohomologie par des formes différentielles, et à ce moment-là, le F étoile en haut, c'est le F étoile en haut qui agit sur les formes différentielles. On voit forme différentielle fermée, forme différentielle fermée. Et je dis que ça est un morphisme. Donc, est un morphisme de structure de Hodge. Et là, elles sont de même poids, donc le R est égal à 0. Et en fait, ça résulte de la façon dont j'ai présenté le théorème de décomposition de Hodge. Je vous rappelle qu'on avait HK de YC égale plus de HPQ de Y. Et j'avais défini les HPQ de Y comme étant l'ensemble des classes de forme fermée de type PQ. À ce moment-là, c'est à peu près évident parce que comme F est holomorphe, quand vous tirez en arrière une forme de type PQ, elle est encore de type PQ. Donc, et donc, quand vous tirez en arrière une forme fermée de type PQ, c'est une forme fermée de type PQ, et donc, du coup, le HPQ de Y est tiré en arrière sur le HPQ de X. Alors, donc ça, c'est la première forme de fonctorialité. Alors, il y en a une autre qui en découle assez immédiatement, mais qui est légèrement plus... où est-ce que c'est passé notre... Ah, c'est là. Donc, dualement, on va avoir tout de suite un autre énoncé de fonctorialité, mais qui se présente de façon un peu moins immédiate, parce qu'elle nécessite en fait essentiellement la dualité de Poincaré. Parce qu'ils sont faits avec ce tableau. Donc maintenant, donc, toujours le même f de x vers y, et maintenant je vais appeler r la différence des dimensions complexes de y et x. Alors on a le morphisme de Gysin, et pour ça c'est vraiment crucial que les variétés soient compactes. Il faut qu'elles soient, pour avoir un morphisme de Gysin, il faut que les variétés soient compactes et orientées, parce qu'on a besoin de la dualité de Poincaré. Donc, ça serait aussi bien défini en cohomologie entière, hein, comme toujours. Alors, comment c'est défini le morphisme de Gysin? Vous utilisez la dualité de Poincaré qui nous dit que ça, c'est isomorphe à l'homologie de degrés complémentaires. Alors ça, c'est la forme de la dualité de Poincaré qui marche avec tous les coefficients, par exemple, les coefficients dans Z. Donc, voilà, donc ça, c'est la dualité de Poincaré. Maintenant, sur l'homologie, vous avez un F étoile en bas, donc vous pensez à l'homologie singulière, donc c'est simplement ce qui pousse. Et là vous n'avez pas besoin d'hypothèse de propreté.
Pardon. Là. Et là, donc c'est pareil, vous utilisez encore la dualité de Poincaré, mais maintenant pour Y. Et donc c'est comme ça finalement qu'on définit le F étoile en cohomologie. Et donc l'M, donc maintenant encore une fois, X, Y sont compactes et keylériennes. Vous voyez, là, dans cette situation, j'avais juste besoin de savoir, mettons, que X et Y étaient lisses, des variétés différenciables orientées, compactes, et mon F, une application continue, ça suffisait. Mais là, donc, maintenant, je remets dans la situation. Le fait que X et Y sont compactes keylériennes et F est holomorphe, et je conclus que... Eh bien que le F étoile en bas, le HK de XQ vers HK plus 2R de YQ est un morphisme de structure de Hodge. Et là maintenant il y a un bidegré RR. Alors en fait, ça va découler de ceci et de la forme de dualité suivante. Il faut voir que on a oui. Une autre façon d'exprimer la dualité de Poincaré, c'est de passer à la cohomologie. Alors de dire que ce HK de XQ, c'est la même chose que le dual. Donc c'est quasiment la même chose du fait que l'homologie est duale de la cohomologie. Simplement ici c'est un peu plus fin parce que quand vous exprimez la dualité de Poincaré de cette manière, vous pouvez être à coefficient dans Z. Quand vous exprimez la dualité de Poincaré comme la forme de dualité entre la cohomologie de degré K et de la cohomologie complémentaire, là, vous ne pouvez plus être à coefficient dans Z, parce que vous perdez la torsion associée. Donc, alors en fait, cet énoncé-là résulte du fait qu'il y a une dualité naturelle entre les structures de Hodge sur le HK et les structures de Hodge sur le H2n-K. Donc, elles sont duales au sens où, eh bien, donc si je regarde la décomposition de Hodge sur cet espace-là, je trouve que alors le HPQ, donc pour P plus Q égale K, le HPQ de X orthogonal, donc, qui va être quelque chose qui est contenu dans la cohomologie de l'espace dual, la coefficient dans C, c'est plus pour R, donc R plus S égale 2n-K et RS différent de n-P, n-Q de HRS de X. Alors, comment on voit cette égalité? Eh bien, d'abord, il y a une inclusion très claire qui est celle-ci. Pourquoi? Simplement parce que, encore une fois, vous regardez ces espaces ont été définis comme des espaces de classe de cohomologie de forme fermée de type RS. Maintenant, si vous prenez ici un alpha RS et un alpha PQ, avec R plus S égale 2n-K, leur cap produit va se calculer en prenant le produit extérieur des formes et en intégrant sur X. Mais ce qui se passe, c'est que déjà au niveau des formes, ceci vaut 0 si RS est différent de n-P et n-Q. La raison est que là, il faut voir qu'on est en degré 2n.
C'est le degré maximal. Et en degré 2n, toutes les formes doivent être, c'est des formes volume, elles ne peuvent être que de degré nn. Donc quand vous prenez ici ce produit, vous trouvez une forme qui est de degré R, c'est malencontreux. Enfin, non, R, c'est vraiment pas bien. Je vais mettre T ici. Vous voyez, si T est différent de n-P, n-Q, ça veut dire que vous allez avoir ce produit extérieur qui est de type P plus T, Q plus S, donc qui sera différent de nn. Et or, il n'y a pas de forme de degré 2n qui soit de bidegré différent de nn. Donc en fait, déjà au niveau des formes, on a cette annulation. Et ça montre clairement donc, qu'on a l'inclusion dans ce sens-là. Et alors après, donc, l'égalité. Ensuite, résulte simplement de l'égalité des dimensions. Parce que, vous voyez, le complémentaire de cet espace dans H2n-K de X, c'est le seul terme qui manque, c'est le Hn-P, N-Q. Donc la codimension de cet espace dans H2n-K de X, c'est la même chose que la dimension de l'espace Hn-P, N-Q. Mais en fait, on a dimension de HPQ de X qui est égale à la dimension de Hn-P, N-Q de X, pour la bonne raison que ces deux espaces donc, sont du haut pour la dualité de Serre. En fait, ce qui se passe, c'est que la dualité de Serre, en général, donc, elle nous dit que le HQ de X, alors là je vais mettre un titre vectoriel holomorphe, parce que c'est la façon la plus simple de la formuler. Donc si vous prenez le dual de ça, c'est Hn-Q de X à valeur dans E dual tenseur Kx. Et donc maintenant, vous utilisez le fait que oméga x p dual tenseur Kx est isomorphe à oméga x puissance n-p. Ça, c'est simplement quand vous prenez une forme de degré n-p, par produit extérieur, elle vous donne un morphisme de oméga x puissance p vers le fibré canonique, qui est la puissance extérieure maximale. Et ça, vous vérifiez que c'est un isomorphisme. Alors, en travaillant un peu plus la question, on verrait que cet argument de dimension pourrait être remplacé par le fait que, plus précisément, la dualité de Poincaré qui accouple HK de x et H2n-K de x induit la dualité de Serre sur chaque HPQ, enfin entre chaque HPQ et son dual de Serre Hn-P, N-Q qui apparaît dans la décomposition duale. Voilà, alors maintenant, donc, une fois qu'on a tout ça, le fait que l'énoncé qu'on a écrit ici va résulter du précédent, parce que maintenant j'ai une forme, donc je prends maintenant preuve du lemme qui est écrit là-bas. Donc on a alpha dans HPQ de x, donc on doit montrer
que F étoile alpha est dans HP plus R, Q plus R de Y. Et maintenant, on va appliquer cette formule qu'on a écrite là à Y. Donc, de façon équivalente. On veut montrer que, quel que soit bêta dans... alors maintenant, je prends l'espace dual pour Y, mais il se trouve que c'est justement HN-P... non, pardon. Quel que soit bêta dans HP'Q' de Y avec P' plus Q' égale 2N et P'Q' différent de N-P, N-Q. On peut montrer que si on prend l'accouplement entre F étoile alpha et bêta, ça vaut 0. Bon, je dis que cet espace-là, c'est exactement l'orthogonale de la somme directe de ces espaces. Donc c'est la formule qui est écrite là-bas. Alors là, cet accouplement, il est calculé sur Y, mais par définition du F étoile, ceci est la même chose que alpha F étoile bêta X. Et donc maintenant, je réapplique ma formule de dualité ici sur X. Donc ça termine la démonstration par l'énoncé précédent. Donc voilà, ça vous montre les deux dualités vraiment essentielles, F étoile en bas et F étoile en haut. Et maintenant, j'en arrive à un troisième point qui est totalement essentiel dans le sujet. C'est la troisième forme de fonctorialité. Qui est entièrement liée aux classes de Hodge. Alors, donc, définition. Donc, je prends une structure de Hodge je devrais dire LPQ, hein, c'est une structure de Hodge de poids pair. Alors, une classe de Hodge dans L est un élément de L intersecté avec LKK. Alors, cette intersection, elle est à l'intérieur de LC. Où sont ces deux espaces? Alors, il faut bien se rendre compte que ces classes de Hodge sont des objets rares et mystérieux. Bon, bien que la définition vienne de l'algèbre linéaire. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a notre décomposition de Hodge, L de K, 0. Maintenant, on est passé à notre espace complexifié. Bon, elle se termine à la fin comme ça. Et puis, au milieu, vous avez l'espace LKK. Bon, cet espace-là, c'est le seul qui est défini sur R. Hein, donc, parce qu'il est invariant par la conjugaison. Comme ça. Donc, nos classes de Hodge, elles vont être là-dedans. Mais il faut bien se rendre compte que, à part le fait d'être défini sur R, cet espace est essentiellement arbitraire. Et donc, c'est inattendu, a priori, sauf si la décomposition de Hodge est triviale et qu'on n'a pas ces termes-là, c'est inattendu qu'il y ait une classe rationnelle là-dedans. Si vous prenez un sous-espace vectoriel réel arbitraire à l'intérieur d'un gros espace vectoriel, le réel, eh bien, vous n'aurez pas d'éléments rationnels dedans. Donc les classes de Hodge, elles sont là. Et maintenant, ce qui se passe, c'est que il y a une petite remarque qui va jouer aussi un rôle très important dans ce que je vais raconter probablement la semaine prochaine sur la distinction topologique entre les variétés keylériennes et les variétés projectives.
c'est le fait que la décomposition de Hodge, c'est une généralisation de cette dualité, les décompositions de Hodge sont sur une variété, la cohomologie d'une variété keylérienne, sont compatibles avec le cap produit. Et donc, on a le lemme suivant. Oui, alors donc si X est keylérienne compacte, ce que j'appellerais HDG de K de X, mettons un coefficient Q, pour distinguer, on peut aussi parler de classe de Hodge, un coefficient entier, bien sûr. Eh bien, ce sera les classes de Hodge de la structure de Hodge sur un TK de XQ. Et donc, le lemme, c'est si alpha donc, est dans HDG de K de X, eh bien, l'opération de cup produit avec alpha de HL de XQ vers HL plus 2K de XQ est un morphisme de structure de Hodge pour tout L. Morphisme de structure de Hodge. Donc là, ce sont des structures de Hodge de poids L et L plus 2K. Donc c'est un morphisme de structure de Hodge, bien sûr, de bi-degré KK. Et donc, comme je l'ai dit, ça résulte donc, plus généralement quand vous prenez le cup produit, c'est une remarque importante, que quand vous prenez le cup produit de HPQ de X et HP'Q' de X, donc ça, c'est quelque chose qui est produit de classe dans la cohomologie coefficient complexe de X. Je dis que ça, c'est contenu dans HP plus P', Q plus Q' de X. La raison étant que quand on représente la cohomologie, la coefficient réel ou complexe par des classes de forme différentielle fermée, le cup produit est représenté par le produit extérieur des formes. Donc là, on est simplement en train de dire que là, ce sont les classes de formes fermées de type PQ, là, les classes de formes fermées de type P'Q'. On est simplement en train de dire que le produit extérieur d'une forme fermée de type PQ et d'une forme fermée de type P'Q' et fermée d'une forme fermée de type P plus P', Q plus Q'. Alors, cet énoncé qui paraît vraiment très anodin, c'est même un peu une trivialité, en fait, donc ce sera généralisé, enfin pas généralisé, ce sera formulé sous la forme sur l'algèbre de cohomologie d'une variété compacte keylérienne, il y a une structure de Hodge. Mais cette structure de Hodge, c'est vraiment une structure de Hodge sur l'algèbre, c'est-à-dire que non seulement on a une structure de Hodge sur chacun des termes de degré K, mais ces structures de Hodge sont compatibles avec le cup produit. Et donc, en fait, il y a des tas de restrictions topologiques que je pense que n'ont pas été. Je pense que c'est moi qui ai été amené à expliciter ces restrictions, qui sont liées simplement à cette compatibilité de la décomposition de Hodge avec la structure d'algèbre sur la cohomologie. Voilà, alors, bon, quoi qu'il en soit, donc on a cette remarque et ça entraîne immédiatement le lemme. Donc, le cas particulier de la remarque, c'est que si j'ai ma classe alpha qui est dans HKK, voilà, c'est ma classe de Hodge, bon, elle est rationnelle, donc c'est très bien, le produit avec la classe alpha préserve la structure rationnelle, mais elle est aussi dans HKK, et donc on trouve que
le K produit de alpha avec un HPQ de X est contenu dans H P plus K, Q plus K de X. Et ça, c'est exactement dire que cette application de Q produit est un morphisme de structure de Hodge. Donc, voilà. Alors maintenant, donc, si on met les trois ensemble, dans ces trois types de fonctorialité, on va dire, eh bien, disons, la forme la plus générale qui englobe ces trois-là consiste à dire la chose suivante, soit x, y des variétés tayloriennes compactes, et soit alpha une classe de Hodge, donc on va dire de degré 2K. Donc on va peut-être on va dire ça, position. Soit alpha, donc une classe de Hodge sur le produit x croix y. Alors, eh bien, on a un morphisme de structure de Hodge que je vais appeler alpha étoile, donc qui envoie, ça c'est pour tout L, HL de x q vers, ici il faut mettre HL plus 2K moins 2N de YQ, donc est un morphisme de structure de Hodge pour tout L. Alors il faut dire ce que c'est que ce alpha étoile. Donc le alpha étoile, on pourrait définir un alpha étoile en haut qui consiste à aller dans l'autre sens, mais bon, c'est juste une question de terminologie. Donc le alpha étoile d'une classe gamma, eh bien c'est la composée de trois choses, donc justement les trois types de morphismes de structure de Hodge dont j'ai parlé jusqu'ici. Donc premièrement, vous appliquez le morphisme de Gysin projection sur Y. Ensuite, vous appliquez ce morphisme de Cup produit. Maintenant, on est sur X croix Y. Morphisme de Cup produit avec la classe de Hodge alpha. Et ici, vous tirez en arrière la classe gamma. Donc, ici, on est sur X croix Y. Et il y a les deux projections, P et Rx, qui sont toutes les deux des applications holomorphes et propres. Comme ça. Voilà, donc c'est juste la composition de ces trois opérations dont j'ai montré quels étaient les morphismes de structure de Hodge. Donc là, tout a été déjà montré. Ce qui est plus remarquable, c'est qu'en fait, il y a une réciproque. Et inversement, donc soit alpha, inversement, ce que je veux dire par inversement, c'est que cette propriété-là, c'est une caractérisation des classes de Hodge sur le produit x croix y. Je prends maintenant n'importe quelle classe de cohomologie rationnelle. Je dis que alors alpha est une classe de Hodge sur le produit x croix y, si et seulement si. Eh bien, quel que soit L, donc pour tout entier, alors, bien sûr compris entre 0 et la dimension
2 fois la dimension complexe de X. Mais bon, c'est les degrés intéressants. Alpha étoile est un morphisme de structure de Hodge. Alors, le inversement, il faut dire un petit quelque chose. Là, notre classe elle est déjà rationnelle, donc on veut simplement s'assurer qu'elle est dans la partie de bidegré KK. Mais le point, c'est que ça résulte du fait que on a la décomposition de QNet sur la cohomologie de X croix Y. Donc on a H de K de X croix Y Q, donc ça c'est la décomposition de QNet. Plus plus pour, on va dire R plus S égale 2K de HR de XQ tenseur HS de YQ. Cette décomposition est naturelle. Vous tirez les classes de cohomologie sur X, vous tirez les classes de cohomologie sur Y et vous prenez leur produit extérieur. Et donc on a la décomposition de QNet et ce qui se passe, c'est que la décomposition de QNet associée, enfin la structure de Hodge sur X croix Y, on la voit très très bien sur la décomposition de QNet grâce à cette énorme multiplicativité. Et là, ça va être plus. Alors donc on va dire plus pour R. Donc je ne dis pas de bêtises. RS, R', S'. Et ici, il nous faut que R plus R' soit égal à P et S plus S' soit égal à Q de HRS de X tenseur HR', S' de Y. Voilà, donc on a notre classe qui est de degré 2K. Elle a une décomposition de QNet avec donc il va avoir plein de morceaux. Et pour s'assurer qu'elle est de type KK, il faut s'assurer que seulement les morceaux avec... elle ne va avoir de composante de QNet que dans les morceaux de Hodge où R plus R' est égal à K et S plus S' est égal à K. Et ça, en fait, on va faire encore un petit coup de dualité de Poincaré pour s'assurer que c'est équivalent à cette condition-là. Donc là, on ne peut pas passer trop de temps là-dessus. Mais vous voyez que c'est là qu'on se rend compte de l'importance de la notion de classe de Hodge et aussi de l'importance de la conjecture de Hodge. Donc, je dis un mot sur la conjecture de Hodge. Donc, on va prendre X. Après, au départ, on va prendre juste une variété compacte. Oui, on peut dire qu'elle est réelle, mais ce n'est même pas nécessaire. On va dire, au départ, elle est juste compacte et complexe. Et on se donne Z. Alors, il ne faut vraiment pas se restreindre aux sous-variétés. Aux sous-variétés complexes, il faut prendre tous ce qu'on appelle les sous-ensembles analytiques. Fermé, alors on aime bien que ce soit irréductible, c'est-à-dire que ce ne soit pas trivialement irréductible, que ce ne soit pas l'union de deux sous-ensembles analytiques fermés irréductibles, fermé donc irréductible, et de codimension K.
Bon, alors, je n'ai pas fait beaucoup de géométrie analytique, mais il faut penser à ces objets-là comme à des variétés, des sous-variétés, un gros ouvert, c'est une sous-variété complexe de codimension K, mais on autorise des singularités. Bon, c'est l'endroit où les équations qui définissent la variété ne sont plus indépendantes. Donc, en fait, donc, alors, je dis que donc, Z admet une classe, on appelle classe fondamentale, Z, et la manière la plus paresseuse de la définir consiste à dire, oui, là j'ai mis encore une fois compact, c'est même pas vraiment nécessaire. Mais bon, la manière vraiment paresseuse de la définir, c'est de faire la chose suivante. On utilise Hironaka pour désingulariser Z. Donc, comme ça. Et là, l'avantage, c'est qu'on a un morphisme propre entre deux variétés complexes compactes. Et donc, ça, c'est une variété complexe compacte, et donc elle a une classe fondamentale. Alors là, je peux définir, oui, par exemple, classe de Z comme étant le J étoile en bas là, c'est le morphisme de Gysin de la classe, par exemple. Alors, défini comme... Bon, après, il faut vérifier que ça ne dépend pas du choix de la résolution. Et puis, je reconnais qu'utiliser Hironaka pour définir un classe de cycle, c'est un peu paradoxal parce qu'on peut faire autrement. Et Hironaka, c'est très difficile, mais bon. Donc, le fait est qu'on a cette classe, on voit bien, d'ailleurs, ici, je l'ai faite à coefficient rationnel, mais ça marche tout aussi bien à coefficient entier. Et la définition du fait que, maintenant on revient à ce qu'on a fait avant, on suppose que X est keylérienne, eh bien, à ce moment-là, le Z est aussi keylérien, le Z tilde peut être choisi keylérien, et on peut appliquer le fait que ce J étoile en bas est un morphisme de structure de Hodge, donc on conclut que Z est une classe de Hodge. Classe de Hodge est de type KK, puisque ça c'est de type 0, 0, on pousse par J étoile. Donc, on a ces classes de Hodge associées au sous-ensemble analytique fermé de codimension K. Et plus généralement, donc on aime bien parler de cycles donc c'est juste des combinaisons. Combinaison formelle finie. Ici des zédis, donc c'est des cycles de codimension K. Donc les zédis, ça va être des fermés analytiques. Donc, voilà. Et à ce moment-là, on étend la classe, la classe d'une sous-variété en posant Z égale sigma de NI ZI. Alors là, dans le cadre qui m'intéresse, les NI vont être à coefficient rationnel, les NI vont être des rationnels. Mais bien sûr, on peut aussi faire toute cette théorie à coefficient entier, il y a des choses très intéressantes à dire. Alors, donc maintenant, je vous rappelle, j'avais mentionné ça, c'est le théorème de Chow, que si X est algébrique, c'est-à-dire projective, eh bien, les fermés analytiques c'est la même chose que les fermés algébriques. Et donc, la conjecture de Hodge va nous dire que si alpha est une classe de Hodge
sur une variété X projective. Alors, alpha est la classe d'un cycle algébrique. Donc, de codimension K sur X. Alors, je vais... Bon, peut-être, oui, je vais dire rapidement ce qu'on connaît sur la conjecture de Hodge, c'est-à-dire très peu de choses, mais ce qu'on connaît aussi sur le fait que... enfin bon, je vais en venir à ce sujet dans quelques minutes, mais je veux d'abord revenir à cet énoncé et le mettre en regard de la conjecture de Hodge. Parce que j'estime que la conjecture de Hodge, c'est certainement une conjecture très intéressante en soi. Bon, c'est toujours fascinant. En plus, c'est quelque chose qu'on ne sait pas trop comment attaquer. Donc, c'est très beau. Mais pour moi, la vraie justification de la conjecture de Hodge, elle est là. Parce que si la conjecture de Hodge est vraie, eh bien, les classes de Hodge, enfin, on va dire les morphismes de structure de Hodge, donc disons, de certains groupes de cohomologie de X vers d'autres groupes de cohomologie de Y avec X, Y projectifs sont exactement les classes de cycles algébriques sur X croix Y. Mais dans la théorie des motifs, dans la théorie de motifs de Grothendieck, on parle des variétés algébriques. Bon, on peut faire des choses un peu plus générales, mais prenons les variétés projectives lisses. Et on sait qu'il y a très peu de morphismes entre les variétés algébriques, trop rigides. Et pour construire les catégories de motifs, on va utiliser comme notion de morphisme entre deux variétés les cycles algébriques dans le produit. Donc maintenant, si la conjecture de Hodge est vraie, ça veut dire que les motifs, on va dire cohomologiques, où on s'intéresse uniquement à ces cycles modulo, uniquement à la classe de cohomologie de ces cycles, en fait, ils correspondent, ces cycles algébriques, il faut vraiment penser comme des morphismes dans la catégorie des motifs. C'est la même chose que les morphismes de structure de Hodge. Donc ça nous dit que si la conjecture de Hodge est vraie, les motifs cohomologiques, parfois on dit motifs numériques, encore qu'il y a une petite différence, sont exactement, sont entièrement décrits par les structures de Hodge, c'est-à-dire l'application qui a X associe l'ensemble de ces structures de Hodge en différents degrés, eh bien, ça va être un foncteur d'une catégorie de motifs vers la catégorie des structures de Hodge, et ce foncteur est fidèle. Alors, pour restreindre un peu notre enthousiasme, il faut savoir que malheureusement, on sait très très mal quelle est l'image, c'est-à-dire quelles sont les structures de Hodge qui viennent de la géométrie et qui sont associées à des variétés algébriques. Mais néanmoins, c'est vraiment, à mon avis, c'est vraiment pour ça que la conjecture de Hodge est intéressante et pas seulement une curiosité, un problème très difficile qu'on ne sait pas comment résoudre. C'est tout simplement parce qu'elle est vraiment au cœur de la théorie des motifs. Alors, donc, maintenant, je reviens donc à l'énoncé de la conjecture de Hodge elle-même. Donc, j'oublie ces produits. Je vais dire un petit peu. Alors, voyons.
Alors, conjecture de Hodge, ce qu'on sait, eh bien, essentiellement, il y a le cas de degré 2. Alors, bien sûr, degré 0, il n'y a rien à dire, mais le premier cas non trivial, a priori, c'est degré 2. Donc, classe de Hodge de degré 2. Classe de Hodge. Voilà. Eh bien, donc là, on a ce qu'on appelle le théorème de Lefschetz sur les classes 1-1 bon, dans le cas projectif, ça va exactement répondre affirmativement à la conjecture de Hodge. Donc, théorème, les classes de Hodge de degré 2. Alors, donc sur X, une variété projective lisse, complexe, sont exactement les classes de diviseurs. Ce qu'on appelle les diviseurs, hein, c'est exactement les cycles de codimension 1. Alors là, il y a quelque chose de très particulier dans cet énoncé, c'est qu'il est trop bien, il est trop beau. En particulier, ça marche aussi bien un coefficient dans Z. Alors qu'on sait très bien que même dans les autres cas connus de la conjecture de Hodge, ça ne marche pas en général un coefficient dans Z. Alors, je vais vous montrer la démonstration parce qu'on va voir tout de suite ce qui se passe entre le cas keylérien et le cas projectif. Parce qu'il reste quelque chose dans le cas keylérien dans ce cas-là. Donc, en fait, la démonstration. Bon, d'abord, il y a cette construction dont j'ai parlé. Si vous avez D, un diviseur, donc une combinaison d'hypersurfaces. Alors, on va prendre un coefficient entier. Eh bien, on a OX de D qui est un fibré inversible. Bon, si D est vraiment une hypersurface, OX de D, c'est le dual du faisceau d'idéaux de D. Donc, en fait, on part du point de vue des fibrés inversibles. Et donc, les fibrés inversibles sont les fibrés en droite holomorphes, j'en ai déjà parlé, ça forme un groupe grâce au produit tensoriel. Et donc on a le groupe de Picard, pic X, des fibrés inversibles algébriques, et donc qui est engendré par ces choses-là. Donc, alors, mais ça, c'est le groupe de Picard algébrique, a priori. Mais j'ai mentionné le théorème de Chow ou Serre, que ça, c'est la même chose que le groupe de Picard analytique de X, qui est le groupe des fibrés inversibles holomorphes. Et donc, dans le cas keylérien, alors, bon, de plus, on a l'application première classe de Chern. dont j'ai aussi déjà pas mal parlé. C1, donc PIC qui envoie le groupe de Picard analytique vers H2 de X Z. Donc, je vous ai dit, dans ce cas-là, on peut faire tout à coefficient dans Z, c'est plus agréable. Et ce C1, une manière de le faire apparaître, c'est via la suite exacte exponentielle, donc, qui est la suite exacte de faisceau. Ici, le noyau, c'est Z. Ça. Et donc, le groupe de Picard analytique, il est ici, H1 de X au X étoile. Donc, ça, c'est l'écocycle de transition pour décrire
fibrés analytiques, un fibré inversible analytique. Et puis, donc on continue, et ici, on voit apparaître la flèche qu'il y a, c'est une manière de définir la première classe de Chern. Quand on continue notre suite exacte, on tombe dans le H2 de X OX, et le lemme, c'est que donc, une classe donc, alpha dans H2 de XZ est une classe de Hodge. Alors là, je triche un peu parce que je n'ai pas dit ce que c'était qu'une classe de Hodge entière, mais une classe de Hodge entière, c'est dire simplement que son image dans la cohomologie à coefficient rationnel est une classe de Hodge rationnelle. Donc, si et seulement si, elle est nulle dans. Enfin, donc elle va sur 0 dans. Donc elle s'annule plutôt. Et donc, alors bon, là, c'est simplement parce que il faut se souvenir que vous voyez, donc on a notre classe alpha. Bon, elle est dans H2 de XZ. On l'envoie dans H2 de XC. On veut voir si elle est de type 1,1 là-dedans. Maintenant, dire qu'elle est de type 1,1, c'est dire que sa partie de type 2,0 et sa partie de type 0,2 s'annulent. Mais sa partie de type 0,2, là, elle est là. Et ça, je vous rappelle que c'est la même chose que H2 de XOX. Ça, c'est une partie de la dégénérescence de ce spectral de Fröhlicher qui nous dit ça. Bon, et donc, maintenant, il se trouve que, c'est presque tautologique, que cette flèche-là, qui a une classe associée à sa partie de type 0,2, c'est la même chose que cette flèche naturelle ici, qui apparaît ici. Donc, vous voyez, le fait que ma classe alpha s'annule dans le H2 de XOX, c'est équivalent au fait que sa composante de type 0,2 soit nulle. Or, alpha est réelle, puisqu'elle est entière, a fortiori c'est une classe de cohomologie réelle, et donc par symétrie de Hodge, je trouve que alpha 0,2 est égal à 0, si et seulement si alpha 2,0 est égal à 0. Et donc ça montre notre lemme. Et comme une conséquence, on en déduit je vais dire une version de ce théorème. Donc une classe de alpha. Donc là, on va prendre les classes entières et de Hodge. Si et seulement si alpha est égal à C1 de L avec L leur pic X1. Et vous voyez qu'ici, je n'ai absolument pas utilisé le fait que mon X était algébrique. Ici, je peux supposer X est simplement compact équilibré. Et donc, bon, là, on a fait on avait annoncé ça. On a montré ça, ce qui est à la fois plus faible et plus fort, à savoir que cet énoncé-là, ce n'est pas tout à fait ce qu'on a annoncé là-bas, mais ça marche en keulérien. Et donc la différence avec maintenant, ce qui fait la spécificité du cas projectif, c'est le fait que dans le cas projectif, on a cet isomorphisme, que le groupe de Picard analytique, c'est la même chose que le groupe de Picard algébrique, et que tout vient finalement des diviseurs sur X. Ce qui est une manière équivalente de dire ça, c'est que si vous prenez un fibré en droite algébrique, analytique sur une variété algébrique projective, il admet une section méromorphe non nulle. Voilà, vous prenez son diviseur et c'est comme ça que vous trouvez un D qui correspond à votre fibré en droite. Et donc, pour conclure la démonstration, eh bien, il y a un lemme qui est une forme du lemme de Lelong. Je ne vais pas. Parce qu'il faut quand même se donner un petit peu de mal pour montrer ça. Qui dit que si. Maintenant, je suppose. Là, en vérité, je peux me mettre dans un cadre très général. Ça marcherait pour une variété compacte, complexe, en fait.
Bon, on va mettre keylerienne pour nous rassurer psychologiquement, mais en fait, je pense que keylerienne ne sert absolument à rien là-dedans. Donc, oui, non, je pense que c'est un peu de mettre ça, là, ça ne sert à rien. Alors maintenant, je prends D, un diviseur, mais ça va être un diviseur analytique. Hein. Sur X, donc c'est une combinaison d'hypersurfaces analytiques, localement définie par une équation holomorphe. Alors, eh bien, la classe de D, au sens où j'ai défini là-bas, c'est la même chose que C1 de OX de D. Vous voyez, ça c'est le fibré en droite associé. On prend le C1, ça donne une classe. Et il faut quand même montrer quelque chose. Bon, donc je ne vais pas le faire. Je dis, bon, je ne sais pas si c'est exactement correct de dire que c'est le long, mais enfin bon. Bon, il faut montrer quelque chose. Entre parenthèses, c'est quand même pas très difficile de se convaincre que c'est vrai, parce que si vous prenez pour D juste une hypersurface irréductible, la classe de D, elle va s'annuler en dehors de D. Elle est supportée sur D, donc elle va s'annuler sur l'ouvert x-d. Mais par définition, le fibré en droite O de D, il devient trivial sur x-d, puisqu'il a une section qui s'annule exactement le long de D. Donc les deux classes qui apparaissent ici vont toutes les deux s'annuler sur x moins D. Or, ce petit calcul n'est pas très difficile de montrer que si vous prenez l'application de restriction H2 de xz vers H2 de x moins dz, ici je vais supposer que D est irréductible. On peut toujours se ramener à ça par additivité. Cette flèche-là a pour noyau eh bien, le sous-groupe engendré par la classe 2D. Donc du coup, vous voyez que simplement avec ces remarques-là, je vous ai montré que la classe C1 de O de D, elle est forcément proportionnelle à la classe de D. Et après, bon, il faut vérifier que le coefficient de proportionnalité, c'est 1, ce qui n'est pas très difficile. Voilà, donc vous voyez ce qui s'est passé là, une situation assez curieuse où la conjecture de Hodge, non seulement un vrai coefficient entier, mais en plus elle a une version dans le cas keylérien. Alors dans le cas keylérien, il faut faire attention, on peut très bien avoir des variétés keylériennes compactes qui ont des fibrés en droite inversibles, qui eux n'ont pas de section méromorphe. Et là, ça fait quand même une grosse différence avec le cas algébrique. Donc typiquement, si vous prenez vous prenez des tors complexes, donc cas keylérien. Donc il existe des variétés keylériennes compactes avec donc, des fibrés en droite holomorphes, inversibles. L. Donc, voilà. Tel que donc, C1 de L soit non nul, donc ça donne des classes de Hodge de degré 2 non triviales, mais X ne contient pas d'hypersurface analytique. Pas d'hypersurface. Ça, c'est les exemples les plus simples. Vous prenez un tore complexe de dimension 2 avec un fibré en droite holomorphe d'auto-intersection négative. Ça vous donne un exemple. Enfin, vous supposez que ça engendre le groupe de Picard, vous faites un compte de dimension, et ça vous donne un exemple. C'est si vous prenez la raison pour laquelle je prends l'exemple d'un tore complexe de dimension 2, c'est que si vous prenez une courbe, c'est-à-dire une hypersurface analytique dans votre tore complexe, son auto-intersection sera nécessairement positive ou nulle. Pour une raison très simple, c'est qu'un tore complexe, c'est une variété homogène.
Donc quand vous partez de votre courbe, vous pouvez la translater légèrement pour obtenir une autre courbe qui va rencontrer la première en un nombre fini de points, et donc l'intersection sera forcément, l'auto-intersection sera forcément positive ou nulle. Donc si je prends donc exemple, T un tore complexe de dimension 2 avec pic, donc un pic 1 de T qui contient un certain L, et je suppose que c'est 1 de L au carré, donc c'est l'auto-intersection, donc là, ce machin-là, c'est dans H4 de TZ, donc c'est Z, donc je calcule le degré, et je suppose que ça, c'est négatif. Et je suppose plutôt que non seulement ça, mais c'est... oui, on l'a dit comme ça, c'est complètement faux. Parce qu'il faut prendre un modulo on va supposer, bon, il faut supposer que C1 de L engendre les classes. D'accord. Eh bien, donc, dans cet exemple-là, vous voyez qu'il ne peut pas y avoir d'hypersurface analytique dans votre tore, parce qu'une hypersurface analytique, sa classe C1, donc sa classe de cohomologie, serait proportionnelle à L, et on obtiendrait une auto-intersection négative, ce qui n'est pas possible. Et pourtant, il y a une classe de Hodge. Donc, les gens s'étaient rendus compte de ça dans les années 1970. Et en fait, j'ai montré en 2002 que la situation est encore beaucoup plus grave que ça. Parce que ce que laisse cette situation possible, c'est que on a la théorie des classes de Chern. Et la théorie des classes de Chern, elle marche très bien pour les fibres vectorielles holomorphes sur les variétés, mettons keylériennes compactes, et elle fournit des classes de Hodge. Donc, la théorie des classes de Chern, c'est très général. C'est la théorie des fibres vectorielles topologiques complexes, donc sans structure holomorphe. Ça fournit des invariants topologiques qui sont des classes de cohomologie entière. Et lorsque les fibres vectorielles sont menées d'une structure holomorphe, les classes qu'on obtient sont des classes de Hodge. Donc là, le C1, c'est le premier exemple, mais il se trouve que toutes les autres classes de Chern s'en déduisent par une construction complètement formelle, ce qu'on appelle soit le splitting principle, ou bien simplement en passant, peut-être que je peux dire un petit mot là-dessus. Oui. Donc, classe de Chern. Donc, a priori, vous avez juste besoin d'un fibré vectoriel complexe. Voilà. Donc, j'insiste que là, l'espace X, c'est essentiellement un espace topologique. Mettons une variété topologique, par exemple, et vous prenez ici un fibré vectoriel complexe, mais il n'y a pas de structure holomorphe dans tout ça. Et donc, pour construire les classes de Chern, eh bien, une manière de faire consiste à se placer sur le fibré projectifié. Donc, voilà, c'est pas la notation de Grothendieck, hein, c'est le fibré projectif associé. Là, je vois E comme l'espace total d'un fibré vectoriel, et je prends le quotient de E moins la section 0 par l'action de C étoile. Donc, ça vous donne un fibré en espace projectif. Ça admet ce qu'on appelle le fibré de Hopf, qui est un fibré inversible H, qui est le dual de sous-fibré tautologique, dont j'ai déjà parlé, mais je l'avais juste fait pour l'espace projectif. Je vais le faire aussi bien pour un fibré projectif. Et donc, maintenant, ce fibré de Hopf, c'est un fibré en droite complexe.
Et donc ça admet un C1. Je vous ai déjà dit que la théorie des classes de Chern, c'est quelque chose qui est topologique. Tout ce dont on a besoin, c'est la structure complexe. Et donc, on a ce C1 de H, et donc les classes de Chern, bon, elles viennent. Donc, quand on a une formule, on calcule la cohomologie de P de E. Et donc, là, on peut même le faire un coefficient entier. Et donc, ça, c'est la somme directe de. Donc, je vais peut-être l'appeler petit h. Et donc, h puissance donc, plus de i égale 0 à r moins 1. Donc, E, c'est le rang c'est le rang du fibré vectoriel. Donc, on calcule la cohomologie de cette variété. Donc, ça, c'est le théorème de Leray, qui nous dit que la cohomologie du fibré projectif, c'est la somme directe de copies de. Donc, ici, il faut mettre h puissance i. Et donc, ici, on trouve une copie de la cohomologie de x. Et donc, ce qu'on fait pour calculer les classes de Chern, c'est qu'on prend maintenant notre h puissance r, donc qui est dans h2r de P de E, Z, et on l'écrit dans cette décomposition, et on trouve qu'on a une relation. Alors, j'avoue, j'oublie toujours un petit peu quels sont les signes, surtout avec cette convention. Donc, je vais être prudente. Hein, c'est sigma de. Bon, il y a un signe plus ou moins hein, qui apparaît. Et puis, on va mettre h puissance i. Et ici, on va mettre P étoile C. Non, c'est pas bon, il faut mettre h puissance r moins i. P étoile CI2. Pour se souvenir des signes, c'est très simple. On dit que le fibré E, lorsque vous le tirez en arrière sur le fibré projectif, il admet une section tautologique partout non nulle. Et ça vous donne une certaine annulation. Et cette annulation, c'est exactement cette formule-là. Bon, donc, ça me permet de retrouver les signes cas échéant. Donc voilà. Donc on a ces classes de Chern qui sont des objets totalement. Encore une fois, j'insiste que les hypothèses. La seule hypothèse nécessaire, c'est d'avoir un fibré vectoriel complexe topologique sur un espace topologique, disons, raisonnable pour faire la cohomologie. Et par contre, maintenant, si je me place. Si je reviens à mon contexte qui est de prendre, mettons, des variétés keylériennes compactes, et maintenant je suppose que le E sur X est un fibré vectoriel holomorphe. Eh bien, ce qui se passe, c'est que le P de E, dans ce cas-là, c'est une variété complexe compacte, mais mieux que ça, c'est une variété projective, une variété keylérienne. Voilà. Et la décomposition qu'on a ici, en fait, c'est une décomposition en somme directe de structures de Hodge. C'est compatible avec les structures de Hodge. Donc ça vous décrit entièrement quelles sont les décompositions de Hodge sur la cohomologie du fibré projectif. Alors maintenant, du coup, c'est notre H. Alors, donc on continue. Là, le fibré de Hopf, dans ce cas-là, donc le fibré de Hopf est un fibré holomorphe. Et donc, la classe H, c'est une classe de Hodge sur P de E, une classe de Hodge de degré 2. Donc, la classe de H puissance R,
c'est associé à une classe de Hodge, maintenant de degré 2R. Et du coup, bon, là, comme on a une décomposition de notre structure de Hodge donnée par ça, on en conclut que les CI2 sont des classes de Hodge. Sur X. Donc, voilà, donc c'est une autre manière de produire des classes de Hodge sur les variétés keylériennes compactes. Comme je l'ai montré déjà dans le cas des fibrés inversibles, ça donne vraiment plus de classes que de prendre les classes de sous-variétés. Mais on peut a priori aussi combiner les deux. Et donc, plus généralement, eh bien, on peut parler de classes de Chern, de faisceaux cohérents. Alors, ça, c'est franchement beaucoup plus délicat à construire sur X. Alors, dans le cas algébrique, c'est très simple parce que, donc ça, je vous renvoie aux articles de Serre, un faisceau algébrique cohérent, et surtout la théorie des classes de Chern, l'article de Borel et Serre. Dans le cas algébrique, on utilise le fait que sur une variété lisse, si vous prenez un faisceau cohérent algébrique, il admet une résolution finie par des fibrés localement libres. Donc, et dans ce cas, mettre les classes de Chern de faisceaux cohérents, ça n'ajoute pas grand-chose à l'affaire, parce que là, on a la formule de Whitney qui permet d'exprimer les classes de Chern de faisceaux cohérents à l'aide des classes de Chern de fibrés vectoriels qu'on a déjà définies. Donc c'est la solution de facilité, et c'est ce que font les gens d'ailleurs. Mais dans le cas analytique, eh bien, cette stratégie ne marche pas parce que justement, j'ai montré, c'est dans le même article, qu'en général, on n'a pas de résolution finie localement libre. Même analytique, même keylérien, keylérien compact. Résolution finie localement libre. Donc le problème, bien entendu, est global, il n'est pas local. Localement, par définition, enfin, ça donne un petit peu mal, mais localement, si vous prenez un faisceau cohérent, on peut dire presque par définition, ça admet une résolution par des faisceaux de OX modules localement libres. Mais là, il y a vraiment un problème global. C'est dans le même travail, j'en dirai un mot, je montre explicitement qu'il y a le cas le plus simple, vous prenez un tor complexe, les tors c'est bon à tout, vous prenez un tor complexe de dimension au moins 3, et donc général, et vous prenez un point dans ce tor, et vous prenez l'idéal de ce point. Ça vous donne un faisceau cohérent. Et ce truc-là, ça n'admet pas de résolution localement libre finie. Donc c'est vraiment embêtant parce que du coup, cette stratégie de ramener la construction des classes de Chern pour les faisceaux cohérents au cas des fibrés localement libres, ça ne marche pas. Il faut trouver des méthodes alternatives. Alors il y a un article de mon étudiant Griveau qui fait ça très bien. Mais bon, il y a aussi d'autres méthodes. On peut utiliser des résolutions analytiques réelles. Enfin, bon, il y a différentes méthodes. Bon. Donc, pour la construction de ces classes de Chern de faisceaux cohérents. Bon, a priori, c'est ce qu'on sait faire de plus général comme construction de classes de Hodge. Et donc, ce qu'on aurait pu penser en regardant ce qui se passe dans le cas des fibrés inversibles, c'est que la situation dans le cas keylérien serait que on pourrait remplacer la formulation de la conjecture de Hodge en demandant si les classes de Hodge
sur une variété keylérienne peuvent s'exprimer comme des polynômes en une classe de Chern de faisceaux cohérents. Donc question. X compact, keylérienne, les classes de Hodge. Donc, mettons rationnelles sur X, sont-elles par exemple des polynômes en les CI de F avec F faisceau cohérent sur un faisceau analytique. Cohérent sur X. Donc ça paraissait une extension possible de la conjecture de Hodge, pas contredite par les exemples qu'on a déjà vus. Et en fait, j'ai montré que la réponse était non. Donc il existe, donc ça se passe déjà en dimension 4. Variété. Donc keylérienne compacte. Donc dimension de dimension 4 avec une classe de Hodge alpha donc, qui est dans le degré 4. Comme je l'ai déjà dit, en degré 2, ça marche très bien. Donc c'est dès le degré 4 qu'il y a des problèmes. Donc alpha, donc bien sûr non nul. Mais pour tout F, faisceau cohérent sur X, eh bien C1 de F égale 0, C2 de F égale 0. Donc il n'y a rien on ne peut rien construire à l'aide des classes de Chern de faisceaux cohérents. Donc je ne vais peut-être pas donner la démonstration de ça. Je vais peut-être faire une petite pause de quelques minutes. Je vais passer par-dessus la démonstration, c'est relativement analytique. En fait, ça fait appel à la généralisation du théorème de Uhlenbeck-Yao, et à la notion de fibré stable. Uhlenbeck-Yao, ça étend au faisceau réflexif le théorème d'existence de métrique de Dermit-Einstein qui était dû donc Bandos-Yu étend au cas des faisceaux cohérents réflexifs le théorème d'Uhlenbeck-Yao sur l'existence de métriques Dermit-Einstein sur les fibrés stables. Et le point, c'est que l'existence des métriques de Keller-Einstein entraîne ce qu'on appelle l'inégalité de Lübke. C'est une inégalité comparant C1 carré et C2. Donc ça dit que dès qu'il y a des fibrés stables, eh bien, il doit y avoir une certaine forme de positivité du C2. Et les cas que j'exhibe, c'est des cas où toutes les classes de Hodge de degré 2, en fait, sont intégrales nulles contre la forme de Keller. Donc il n'y a pas du tout de positivité dans le C2, et du coup, par un argument de Jordan-Hölder, on arrive à cette conclusion. Donc là, il y a un problème sérieux. On voit bien que il n'y a vraiment plus rien à faire du côté de la conjecture de Hodge dans ce cadre de généralité. Voilà, donc je vais prendre quelques minutes de pause.